Du terrain à la société, expérience croisée de la science inclusive, et elle s'inscrit dans la continuité d'une réflexion engagée l'année dernière sur les enjeux de la recherche inclusive, un peu comme ce que Thérèse vient de faire, mais en particulier sur le terrain queer. Et à partir des échanges très riches qui avaient suivi, j'ai souhaité élargir la réflexion au-delà du cadre académique, ce que Thérèse conseillait tout à l'heure, et proposer aujourd'hui une présentation à deux voix avec Élise, donc depuis une position à la fois associative et personnelle. Oula. Donc, je commencerai par situer brièvement ma thèse et mon terrain, et je reviendrai ensuite sur les cadres théoriques mobilisés pour penser la science inclusive. Et nous croiserons enfin nos expériences avec Élise du point de vue de la recherche et de l'association et du personnel. Et l'objectif est donc de mettre en dialogue la recherche inclusive et ses enjeux scientifiques avec les réalités et les attentes du monde associatif. Sans rentrer vraiment dans le détail de ma thèse, parce que je pense que pour cette journée, c'est pas ça ce qui est plus important, je veux juste dire brièvement d'où vient cette thèse. Alors, lors de mon master, j'ai travaillé avec des familles franco-turques sur la socialisation langagière et le bilinguisme. Et en lisant les littératures, je me disais tout le temps, mais ok, ils indiquaient à chaque fois le nombre des familles, mais point. Donc, il y avait une famille par défaut, mais moi, j'étais plus curieuse. Moi, je voulais savoir quel type de famille. Des familles monolingues, monoparentales, des familles hétéroparentales, homoparentales, recomposées, adoptives. Il y a 1000 choix. Et donc, je me posais cette question, et c'est à partir de ce constat que j'ai souhaité poursuivre mes recherches en m'intéressant à des configurations familiales largement absentes des corpus, et je me suis orientée alors vers des familles coparentales. Mon terrain a été ainsi mené auprès d'une famille composée de deux couples homoparentaux ayant eu deux enfants biologiques à partir d'une analyse conversationnelle et multimodale des interactions. Et maintenant, je pense qu'il est important de rappeler, pour ceux et celles qui ne sont peut-être pas familiarisés, avec les différentes manières de faire famille lorsqu'on est queer. Donc, pour les couples lesbiens, on peut penser à PMA, donc procréation médicalement assistée. On peut le dire pour les personnes, les couples gays, on peut penser à l'option GPA. Après, pour les deux, on peut considérer l'adoption, souvent longue et fortement contrainte sur le plan institutionnel, surtout pour les couples gays. Et on trouve également des trajectoires plus complexes, par exemple des personnes ayant vécu une relation hétérosexuelle, eu un enfant, et puis fonder une famille avec une partenaire de même sexe, donc on a des ex-hétéros. Et enfin, on a les coparents, donc la coparentalité. Juridiquement, le terme renvoie à l'exercice conjoint de l'autorité parentale. Donc aujourd'hui, il est utilisé pour désigner des configurations familiales queer dans lesquelles deux parents biologiques, eux-mêmes queer, décident ensemble d'avoir un enfant et peuvent l'élever avec leur partenaire respectif ou non. Donc il peut s'agir par exemple d'un couple gay, d'une femme lesbienne, donc trois. Ça peut être un couple lesbien avec un homme gay, ou ça peut être une femme lesbienne avec un homme lesbien, donc sans avoir vraiment une relation romantique. L'enfant a alors des parents biologiques et des parents sociaux, ce qui reconfigure profondément les modèles classiques de parenté. Je vais maintenant présenter brièvement les cadres conceptuels qui me permettent de penser ces configurations familiales et les enjeux de leur inclusion dans la recherche. Et contrairement aux groupes minoritaires, moi je préfère en fait le terme groupe minorisé ici, parce que ces familles-là, elles existent, elles sont nombreuses, mais elles sont socialement et scientifiquement minorisées. On peut aussi également mobiliser la notion de groupe identitaire ascriptif, mais moi je vais m'arrêter avec le terme des groupes minorisés. Alors, une science inclusive interroge les politiques de la connaissance, donc qui produit le savoir, depuis quelle position et pour qui. Elle remet aussi en question la figure du chercheur, prétendument neutre et objectif, pour lui substituer celle d'un chercheur situé, impliqué et responsable. Et notre position comme chercheuse, faisant partie de l'environnement social étudié, est alors un élément prépondérant dans la construction des savoirs.
Parce que ne pas reconnaître certains groupes comme producteurs légitimes de savoir, comme disait Thérèse, c'est participer à une injustice épistémique. Et dans le champ de la famille, cela se traduit par l'exclusion de certaines expériences et manières de faire famille. Mais l'enjeu, bien sûr, ne se limite pas à ajouter simplement des sujets jusque-là manquants. Il faut aussi repenser nos objets, nos méthodes, nos catégories. Donc, il faut faire un déplacement épistémologique. Donc, je vais passer un peu plus vite, mais j'allais parler en fait de Gabriel Richard. Donc, vous allez trouver un livre Faire famille autrement, juste à la sortie, pour penser un peu, pour voir en fait comment les cas limites est étudié et ce qu'ils pensent de tout ça. Donc, ces enjeux de la recherche inclusive est autant en fait important dans un contexte politique où certaines thématiques liées au genre, à la diversité ou aux minorités font l'objet de tentatives de délégitimisation ou de censure scientifique, comme on a vu l'année dernière aux États-Unis. On était bien choqués parce qu'on ne pouvait pas utiliser ces termes-là. Les implications sont majeures, mais une science inclusive permet de rendre visibles des réalités invisibilisées et d'ouvrir ainsi l'accès aux droits et aux protections, mais surtout de transformer nos catégories analytiques. Donc, comme on disait ce matin, si on travaille uniquement avec certains groupes, comme les hommes, du coup, on va juste, on va pas apprendre comment les femmes, elles réagissent ou comment, ce qu'il faut faire. Donc, pour ma thèse, je m'appuie notamment sur des travaux qui montrent que les familles queer fabriquent des parentés créatives, langagières et narratives, et qu'elles ne dérogent pas à la norme, mais elles en relèvent la violence et les limites. Et je vais maintenant revenir rapidement en 3 minutes, plus concrètement sur mon expérience de terrain au sein d'une association et le recrutement des familles, mon positionnement et la relation de confiance construite. Alors, donc, avant de rentrer dans le terrain, moi, je voudrais partager une angoisse que j'ai eue quand j'ai commencé ma thèse. Au début de ma thèse, mes directeurs de thèse appréhendaient beaucoup, la recherche d'une famille coparentale. Et je me souviens avec Aika, dès la première semaine, elle me disait, mais Sinem, en fait, il faut qu'on fasse des plans B, C, D. Donc, si jamais tu ne peux pas trouver une famille coparentale, tu peux trouver des familles monoparentales, nanana. Et j'étais très frustrée parce que moi, je voulais faire cette thèse avec une famille coparentale. Mais je comprends en fait pourquoi elle était comme ça, parce que c'est pas vraiment une question de volonté, mais c'est aussi le système, parce qu'on n'arrête pas de parler du système, parce qu'en fait, il y a un calendrier, il faut trouver du coup une famille tout de suite, il faut commencer à faire des enregistrements tout de suite, parce qu'après la transcription, les analyses, nanana, et on est payé seulement pour 3 années. Et donc en fait, on n'a pas assez de temps. Et aussi, en fait, on disait, mais peut-être que on va jamais trouver une famille coparentale parce que il y en a très peu. Et aussi, peut-être elles voudront pas. Mais finalement, ce recrutement est avéré beaucoup plus simple que prévu. Et en fait, finalement, je n'ai pas trouvé de famille hétéroparentale. Au début, mon idée, c'était travailler avec une famille coparentale, hétéroparentale et monoparentale pour voir, voilà. Et j'ai trouvé que des familles coparentales finalement. Parce que justement, en fait, cette inclusion, comment dire, elle voulait être représentée dans les sciences et c'était important. Et donc, c'était beaucoup plus facile. Et aussi, du coup, pour parler de l'association, j'ai eu énormément de chance parce que la semaine, quand j'ai commencé ma thèse, il y avait la première réunion de l'APGL, du coup, pour la coparentalité. Mais encore une fois, il y avait la question de la présentation de soi. Qu'est-ce que je vais faire? Comment je peux être légitime dans ce terrain? Est-ce que je vais me présenter seulement comme chercheuse ou est-ce que je vais dire que je suis queer et que je suis intéressée par le sujet lui-même? Donc, je ne savais pas parce que dans la littérature, on voit quand même des exemples que parfois l'identité de chercheuse peut être un atout, mais aussi catastrophique. C'est le contraire d'atout, des avantages, inconvénients. Et du coup, je savais pas. Mais en même temps, je me suis présentée comme une jeune chercheuse queer qui était aussi intéressée par le sujet et je pense que j'ai été très chaleureusement accueillie. Et nous pourrons d'ailleurs peut-être revenir sur ce point avec Élise. Donc, comment se présenter? Qu'est-ce que les associations cherchent en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire?
Donc je vais passer très rapidement parce que je vais laisser quand même 10 minutes à Élise, mais que j'ai dit Élodie, donc à chaque fois je m'appelle Élodie. Donc je pense que ça a été facile pour moi l'entrée sur le terrain parce que je suis passée par quelqu'un de l'association, donc j'étais pas une chercheuse, pas quelqu'un de inconnu, mais j'étais quelqu'un qui était appuyé par quelqu'un de l'intérieur, donc Élise. Mais aussi, je pense que c'est parce que j'ai pris mon temps. Même si je savais que j'avais pas beaucoup de temps, j'ai pris mon temps pendant 3, 4 mois et j'ai participé au groupe de parole, apéro, tout ça. Et donc, enfin, c'était Frédéric qui m'a contacté. C'est parce qu'il m'avait déjà vu. Et donc, on avait déjà un lien de confiance. Et ce terrain m'a transformée parce qu'au début, c'était pas, j'avais des questions bien sûr, mais finalement c'était le terrain et c'était ces échanges-là dans l'association qui m'a fait poser d'autres types de questions et maintenant du coup ça a un peu changé. Donc je passe. Avant de continuer, je voulais vraiment remercier Alice d'avoir accepté d'intervenir aujourd'hui. Sa présence est précieuse, à la fois pour partager l'expérience du point de vue associatif, mais aussi pour réfléchir à l'impact très concret de recherche inclusive du côté de l'association comme du côté personnel. Maintenant, je lui laisse la parole. Bonjour à tous et toutes, et merci beaucoup à toi, Sinem, de me laisser un petit temps de parole. Je suis donc membre de cette association APGL, membre actif depuis une dizaine d'années, et par ailleurs également maman homosexuelle, on va dire les choses comme ça. Pour dire quelques mots sur cette association, donc elle a 2 missions principales. Donc c'est association des parents et futurs parents LGBT, pas uniquement des parents. La première mission, ça va être une mission d'accompagnement pour les personnes qui sont en projet de parentalité et qui ont besoin peut-être de soutien pour mener à jour leur projet. Et accompagner les familles homo une fois qu'elles sont là, créer du lien et les soutenir quand il y a des discriminations, des difficultés auxquelles elles doivent faire face. Et la deuxième mission, ça va être une mission plus militante de faire avancer les choses pour les familles homoparentales, notamment nos droits, mais pas uniquement. Et ça va être aussi être visible auprès de toute la société et se sentir légitime partout. Voilà pour les grandes missions de la BGL. Et notamment, du coup, quand on parle de visibilité, à la BGL, il y a plusieurs commissions thématiques et l'une d'entre elles est la commission recherche. Donc, je vais vous dire quelques mots sur cette commission, même si j'en ai jamais fait partie directement. Donc, elle a été créée pour vraiment développer et valoriser tous les travaux académiques et scientifiques sur les parentalités LGBTI+. Parce que, oui, voilà, pour faire court. Et comment ça se passe au sein de cette commission? Le plus souvent, ce sont des étudiantes en master 1 et 2 qui vont venir vers nous et qui vont avoir un projet de recherche sur nos parentalités. Et là, la commission va avoir un rôle, un peu un regard critique ou un rôle d'accompagnement, puisqu'elle va vraiment s'intéresser à la problématique posée, peut-être porter un regard dessus, et surtout faire un travail de relecture des questionnaires des étudiants et étudiantes. Souvent, on constate qu'il y a des petites maladresses, il y a des problèmes de compréhension au niveau du vocabulaire. Et donc là, c'est vraiment, elle a un rôle très très important à ce niveau-là, avant que les questionnaires soient diffusés auprès des adhérents ou avant de mettre en lien les étudiants et étudiantes avec des parents de l'association. Voilà comment ça se passe. On peut noter que depuis quelques années, il y a pas mal de sujets de thèse aussi, enfin d'étudiants et étudiantes en thèse qui nous sollicitent et je pense que c'est très positif, notamment comme celui de Sinem. J'en cite un autre, c'est une thèse en psychologie qui porte sur comment l'intériorisation du fait d'être homo a ou non un impact sur la manière d'élever ses enfants. Alors ça, c'est un sujet récent. Par ailleurs, je suis ailleurs en même temps. Cette commission recherche accueille des étudiants et étudiantes
en Master 2 pour valider leur Master. Et on leur confie en général des travaux bibliographiques sur de la littérature qui est encore pas très valorisée, ou comme les études qui concernent la GPA ou la parentalité trans. Donc, voilà pour ce qu'on fait à la PGL et la commission recherche. Et ensuite, je voulais dire quelques petits mots sur mon expérience en tant que... avant d'être parent ou quand j'étais jeune maman, et des études auxquelles j'ai pu participer. Donc il y a eu 3 ou 4 études, je ne me souviens pas précisément parce que je n'ai pas gardé les notes, c'était il y a plus de 10 ans. C'était des études en sociologie ou psychologie. Et en fait, ça a été une expérience très très positive pour moi et pour ma compagne. Tout d'abord, simplement le fait de parler de soi, de parler de son projet d'enfant, ça avait quelque chose de très valorisant. Le fait de pouvoir répondre à des questions sur les choix qu'on avait faits, par exemple pourquoi une PMA et pas une adoption, pourquoi une PMA à l'étranger dans tel pays, quels sont les protocoles, un donneur ouvert ou pas, enfin toutes ces questions-là on les reposait, et du coup le fait d'avoir cet espace de parole était important pour nous. Je rajoute une petite chose qui est très très personnelle. Pour le coup, moi j'avais énormément de doutes aussi sur est-ce que je peux être parent, est-ce que j'en suis capable. Et le fait d'avoir des étudiants qui s'intéressent à ce sujet, je pense que ça m'a aidé à me sentir plus légitime, d'avoir des étudiantes en Master 2 qui venaient de s'interroger sur ma future famille. C'était quelque chose de positif pour moi. Et au-delà de ça, je me souviens aussi qu'il y avait pas mal qu'il y a eu à certains moments des questions qui nous ont interpellés. On s'est dit, mais en fait, on s'est jamais posé cette question-là. Et à partir de là, il y avait un petit peu 2 scénarios. C'était soit c'est une question tout à fait légitime et c'est positif pour nous parce que ça ouvre les possibles de « Ah mais oui, on s'était jamais posé cette question, comment on va y répondre, etc. etc. » Ou alors, au contraire, c'était plutôt une question où on se disait en tant que femme lesbienne, couple homosexuel, cette question n'a pas de sens du tout pour nous. Et du coup, ça venait un petit peu faire bouger les lignes pour l'étudiante face à nous qui disait mais en fait, c'était pas une bonne question. Dans tous les cas, il faudrait la poser différemment. Donc c'était, je pense, intéressant pour les 2 points de vue d'avoir ces travaux de recherche sur notre future famille ou notre famille quand elle était présente. Si j'ai encore une petite minute, j'ajouterai une autre expérience plus récente, vous ne savez pas. Encore ça. On a été trop simple. Ok, alors j'ajouterai une autre petite chose, également à l'époque où on était en questionnement, c'est qu'on a aussi lu des livres, on a lu des livres théoriques de chercheurs qui ont pu nourrir notre réflexion et nous ont éclairés dans le choix. Je citerai par exemple la sociologue Irène Théry, qui a beaucoup écrit sur la filiation, sur tout ce qui est les dons de gamètes, l'anonymat ou pas des donneurs, etc. Donc ça, c'est venu aussi nourrir notre réflexion, et je ne pense pas que tous les parents hétérosexuels aillent faire des recherches poussées avant de recevoir un enfant. Donc je pense que c'est nécessaire d'en parler. Certaines d'entre nous sont amenés à aller sur ces terrains-là. Et du coup, pour parler d'une expérience un petit peu plus récente qui sort un peu du cadre, donc j'ai participé à une recherche beaucoup plus récemment, puisque c'était une enquête de l'INED, une enquête démographique sur les familles d'aujourd'hui, dans le cadre du recensement, je pense, de la population. C'est pas une recherche universitaire. Donc c'était principalement des questionnaires à choix multiples, à dire qui suis-je, un homme, une femme, ou autre, etc. Et j'ai vraiment souvenir d'avoir à plusieurs reprises le sentiment de ne pas vraiment correspondre aux catégories qui étaient proposées. Et du coup, d'avoir à faire un choix qui n'était pas vraiment en adéquation avec ma situation, donc un peu de frustration. Et aussi de se dire, si je coche telle case, ensuite il va y avoir tout un tas d'autres questions qui vont en découler. Et donc, j'occulte complètement une partie de ma réalité. Et donc, c'est dommage. Et du coup, je me suis dit à ce moment-là, c'est dommage que dans ces études-là, il n'y ait pas aussi une partie de questions ouvertes pour pouvoir
ouvrir, voilà, pouvoir avoir une parole plus libre et quelquefois remettre un petit peu en question ces catégories. Peut-être je te redonne la parole pour faire une petite conclusion si tu veux. Là où il est. Dans le temps. Si je vais comment vite. Par les doctorants. Alors, donc, moi, au lieu de faire la discussion, conclusion moi-même, moi, je voulais poser des questions. Poser des questions. Donc, dans la recherche inclusive et monde associatif, en fait, qui est légitime à être présente sur un terrain associatif? À quelles conditions la recherche est-elle perçue comme utile? Où se situent les frontières entre engagement, alliance et recherche? Et aussi, quels risques pour les personnes et les associations et les chercheurs? Parce que, voilà, ce sont quand même des terrains sensibles pour les chercheurs, mais aussi pour les personnes concernées. Et que peut apporter la recherche à l'inclusion sociale?